Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas un de moins, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui agissent pour une société plus solidaire, inclusive et humaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laure, une jeune assopreneuse engagée à travers une association qui porte une mission aussi simple que puissante. Sortir de la solitude les personnes âgées et les étudiants. À travers son initiative, Laure crée du lien là où il en manque cruellement et rappelle que l'intergénérationnel n'est pas une idée du passé, mais bien une solution d'avenir. Installez-vous bien confortablement, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti. Bonjour Laure, Bonjour Charline. comment tu vas aujourd'hui? Mais très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va aussi, contente d'être avec toi aujourd'hui et que tu nous partages ton parcours. Je te propose qu'on commence par une question brise-glace, qui est si tu pouvais partager un thé ou un café avec une personne âgée, vivante ou disparue, qui choisirais-tu et pourquoi? Eh bien, je choisirais de partager un café avec mon grand-père que j'ai très peu connu. Et étant donné que je travaille aujourd'hui avec beaucoup de personnes âgées, j'aurais beaucoup aimé pouvoir discuter avec lui et mieux le connaître. Trop bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler un peu de ton association, de ton parcours et puis voilà. Eh bien oui, je m'appelle Laure Guibert, donc j'ai 24 ans. Je suis la cofondatrice de l'association Smile, qui veut dire Service et Mission intergénérationnelle en lien avec l'étudiant. Un projet qui est né un peu par hasard pendant le confinement avec une très bonne amie, Camille Fréré. Et avant ça, en fait, j'ai eu la grande chance de vivre aux États-Unis pendant 7 ans, de découvrir plein de cultures, plein de personnes différentes, d'apprendre une nouvelle langue, de voyager, de découvrir ce beau pays. Et je pense que tout ça, m'a beaucoup aidé à me lancer dans un projet un peu farfelu et d'arrêter mes études assez tôt pour lancer cette association qui continue de grandir, du coup, depuis mars 2020. Trop bien. Et justement, c'était quoi ton parcours académique avant de te lancer dans l'aventure associative? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bien sûr. Alors, donc j'étais en France de ma naissance à la sixième. Et puis en sixième, je suis partie vivre aux États-Unis jusqu'en terminale. Donc j'ai vraiment eu un cursus scolaire complètement américain de la sixième à la terminale avec un bac américain. Je n'ai pas mon bac français. Bien. Et à la suite de mon collège et lycée aux États-Unis, je suis rentrée en France dans l'optique d'être prof d'anglais, puisque je me suis dit, j'ai tellement été bien accueillie aux États-Unis, j'ai adoré leur manière de nous accueillir. Nous, on est quatre enfants dans ma famille, j'ai trouvé qu'on avait été très bien accueillis. Ils nous ont tout de suite aidés à ce qu'on puisse vite apprendre l'anglais, à ce qu'on puisse se faire des amis, à ce qu'on soit intégrés. Et du coup, j'avais un petit peu cette envie de transmettre ça à d'autres personnes. Et puis, je trouve que les langues, c'est une énorme richesse. De savoir parler anglais, ça ouvre beaucoup de portes. Et voilà, j'ai toujours aimé entreprendre, j'ai toujours aimé cette transmission et le fait que dans chaque échange qu'on a avec une personne, on apprend toujours des choses. C'est vraiment donnant-donnant. Cet aspect-là m'intéressait beaucoup. Donc, je me suis inscrite en licence de langue. Alors, en toute honnêteté, aussi en me disant que mon niveau de français était tellement devenu catastrophique que si j'avais pas mal de cours d'anglais, c'était pas plus mal. Donc, ça m'a permis, en effet, de me concentrer sur le français, car les cours d'anglais, en effet, étaient plutôt simples. Et la vie a fait que, en fait, finalement, je me suis pas dirigée vers de l'enseignement classique, prof d'anglais, mais que le confinement est arrivé et que, eh bien, sur un coup de tête, au téléphone avec Camille à 23 heures, le deuxième jour du confinement, pour tout dire, on s'est dit, zut, on est délégué de nos promotions. Tous nos camarades sont confinés, pour beaucoup dans des studios. Nous, on avait beaucoup de chance, on était rentrés chez nos parents avec jardin, bon petit plat. Je veux dire, c'était limite les vacances, on était très contentes. Mais on se rendait compte que à deux pas de chez nous, il y avait des gens de notre âge qui étaient seuls dans une chambre et c'était dur pour nous de se dire qu'on était complètement impuissante, mais qu'on était délégué de notre promotion. Donc moi en langue et Camille était étudiante en ingénierie. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a été assez, je vais dire, révoltés d'entendre à la télé que uniquement les étudiants en médecine pouvaient agir. On s'est dit, c'est pas possible. On est tant d'étudiants, enfin d'ailleurs tous les citoyens finalement, tous les Français étaient confinés. C'était pas possible de se dire que uniquement les étudiants en médecine allaient pouvoir agir. Et donc on s'est dit, qu'est-ce que nous, à notre échelle, on peut faire?
Et on avait aussi vu un petit reportage très rapide sur le fait que les seniors n'avaient plus le droit de sortir de leur chambre d'EHPAD. Et là, il y a eu un déclic où on s'est dit, OK, donc les étudiants sont dans des studios, les personnes âgées sont dans des chambres d'EHPAD, et en fait, c'est les deux populations qui se retrouvent les plus isolées, parce qu'il y avait beaucoup de familles finalement qui étaient là avec leurs enfants. Alors, bien évidemment, c'était pas simple pour tout le monde, hein, mais en tout cas, nous, voilà, ça a été la cible qu'on a choisie. Et donc, dès le lendemain, on s'est lancé et on s'est dit, on va monter une chaîne d'appel entre résidents et étudiants, et on va mettre en lien tous les jeunes qui le souhaitent. Et c'est comme ça que le projet a débuté. Une fois que tu as eu l'idée en tête, ça a été quoi les grandes étapes pour concrétiser ton projet et quels défis tu as rencontrés et comment tu les as surmontés? Complètement. Alors les étapes se sont mises en place un peu par hasard parce que on s'est pas posé avec Camille en se disant on a un projet entrepreneurial, c'est parti, on développe une association ou une entreprise. C'était vraiment l'idée de se dire euh, il y a une problématique en ce moment, on est tous confinés, on va y répondre, ça va durer un mois et puis on va reprendre notre petit train-train quotidien, on va finir nos études et puis on verra bien où la vie nous mènera. Et donc finalement, il n'y a pas eu cette réflexion vraiment de se dire on est en train de construire un gros projet qui va prendre une ampleur. Donc finalement, on s'est laissé porter et on s'est laissé embarquer par cette magie des liens intergénérationnels, des liens humains. Et finalement, en développant le projet, il y a eu des défis parce qu'on s'est rendu compte qu'on mettait quand même deux populations qui peuvent, enfin, qui étaient très isolées et finalement, ça ne vient pas que du confinement. Finalement, il y a une population invisible qui était déjà présente, mais en tout cas, nous, avec Camille, on la voyait peut-être pas. On n'était pas du tout étudiante en psycho ou dans des études liées au grand âge. Donc c'est vrai qu'on a découvert ça. On a découvert que notre projet plaisait beaucoup, qu'on avait beaucoup de demandes et qu'en fait, finalement, eh bien, ça reste de l'humain et on veut garder l'humain au cœur de notre projet. Donc on ne pouvait pas accompagner tout le monde. D'autres défis, eh bien forcément, notre projet touche quand même à la mort. C'est-à-dire que si un senior décède, comment on accompagne l'étudiant? Hmm. Difficile d'avoir les mots, difficile d'accompagner à distance pendant le confinement. Et puis aussi découvrir que eh bien, le grand âge, il y a plusieurs pathologies, que je dirais qu'avec Camille, on s'est rendu compte que finalement, on est accompagné à chaque étape de notre vie. On se prépare à rentrer à l'école, on prépare, on apprend à lire, on prépare le collège. Enfin, voilà, on est vraiment accompagné. Et puis, il y a peut-être un tabou sur préparer sa dépendance, vieillir, l'image de soi. Et donc, il y avait aussi ces défis-là d'arriver dans un EHPAD ou du bien appeler pendant le confinement une personne âgée et d'essayer de se mettre à la place de la personne tout en sachant qu'on n'a jamais vécu ça, on ne sait pas ce que c'est. Donc quand on se retrouve avec un senior qui nous dit au téléphone, oui, mais de toute façon, moi je suis arrivé à la dernière case du jeu de loi, je sortirai pas de cette chambre d'EHPAD, eh bien pour un jeune, ça peut être très dur de savoir quoi répondre. Hmm. Alors que nous, on peut partir en vacances, qu'on peut... Alors là, il y avait la facilité de se dire qu'il y avait le confinement et qu'on était les deux populations confinées. Mais quand le confinement s'est un petit peu calmé et que les étudiants repartaient dans leur vie, mais les seniors restaient là, il y avait un défi. Hmm. Un défi pour nous de se dire comment on peut aller plus loin dans notre accompagnement et surtout une prise de conscience de se dire on s'est dit que notre projet ça allait durer un mois et en fait et si on le développait et Hmm. qu'est-ce qui existe déjà donc ça a été la première étape de se dire ok là ça fait un an et demi qu'on développe un projet on n'est pas structuré c'est juste un projet étudiant on a de plus en plus de demandes eh bien première étape. Est-ce qu'on a des concurrents? Alors, concurrents, c'est un grand mot parce que dans le milieu associatif, il n'y en a pas. Mais l'idée, c'était de se dire que, par exemple, s'il y avait une association qui faisait déjà exactement la même chose de nous, autant peut-être se rattacher à eux et puis pouvoir co-construire un plus gros projet. On s'est rendu compte que on avait personne, enfin en tout cas, si quelqu'un nous écoute et souhaite nous partager une association qui fait la même chose que nous, n'hésitez pas. Mais on n'a pas trouvé un projet, une structure qui fasse exactement la même chose que nous. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment de monter une association euh, pour que des étudiants puissent s'engager et que ce soit compatible avec leurs études, pour leur donner envie de donner de leur temps et que ce soit une association qui grandisse avec les qualités et compétences des étudiants. Quand on est en études, on a déjà plein de projets, on a envie de monter des projets pour voir aussi
pour se sentir guidé dans sa future voie professionnelle. Et donc nous, on veut que Smile reste un lieu où les jeunes peuvent venir découvrir le milieu du grand âge, mais pas que, parce que finalement, il y a une énorme entraide et que on a la chance d'avoir un beau réseau qui nous entoure et donc de pouvoir permettre à des jeunes de faire des stages, de rencontrer différentes personnes, d'échanger entre eux, d'avoir des retours d'expérience d'anciens bénévoles qui sont maintenant psychologues ou autres. Pour nous, c'était extrêmement important. Et puis, le deuxième défi, je dirais, c'était de finalement construire cette association. Puisqu'avec Camille, c'était pas dans notre projet initial de se dire qu'on allait monter ce projet, c'était de se dire bah, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de Smile? Donc Camille, elle, son parcours était plutôt tracé. Elle voulait être ingénieure et elle a réussi à faire son parcours et aujourd'hui elle est très épanouie dans sa vie et on en est ravis. Donc Camille, elle tout de suite m'a dit bah moi je vais continuer mes études, mais je reste là en tant que bénévole pour t'épauler et on va co-construire cette association ensemble. Moi, de mon côté, c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, j'arrivais des États-Unis, j'ai un parcours assez atypique et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi et qui m'ont dit, écoute, en effet, t'as 20 ans, fonce, c'est le bon moment pour tenter de développer un projet. Et je suis restée très ouverte en me disant, je me donne un an. Et puis on fera le bilan dans un an. Et au pire, j'aurais perdu un an et je reprendrai des études et c'est pas grave. Et ça, franchement, je pense que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et donc, voilà, s'il y a des jeunes qui se posent des questions, je pense que voilà, quand on a 20 ans, faut pas hésiter. Quand il y a une porte qui s'ouvre et qu'il y a des gens qui nous tendent la main pour nous dire, mais vas-y, développe ton projet, on est là pour toi, foncez. Et deuxième conseil, posez des questions à n'importe qui. Enfin, vraiment, quand je suis arrivée le premier jour où, parce qu'il y a forcément eu un jour où je me suis dit, allez, à partir d'aujourd'hui, on se lance dans le développement de l'association, on s'est installé à MAM, donc la Cité de la création et de l'innovation à Tours. Et je me souviens, j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis dit, mais je commence par quoi? Mais dans quoi je me suis lancée? Et en fait, j'ai tapé entreprise ou association, que choisir? Et puis là, je me suis lancée dans des articles, j'ai tout lu. Et après, le défi, c'était de se dire, ok, c'est très bien ce qu'il y a sur Internet, mais j'ai besoin d'avoir des retours d'expérience. Et donc, on est allé contacter des comptables, des juristes, des directeurs d'EHPAD, des psychologues, des psychomotriciens. Enfin, je veux dire, on est allé voir plein, plein, plein de personnes. Et je me suis dit, mais il y a un truc magique, c'est que les gens, ils sont trop contents d'aider Mm, euh, un jeune projet qui se développe. Et donc, pour moi, ça, c'était l'étape la plus enrichissante. Et je dirais même que grâce à ça, moi, j'estime que j'ai fait un master smile, que je continue à faire ce master smile qui dure plus de 2 ans et que j'apprends tous les jours grâce au retour d'expérience de chaque personne qu'on rencontre. Et pour moi, voilà, c'était la plus grande richesse. Donc, je dirais que les étapes se sont suivies assez naturellement. On n'arrive pas forcément à voir qu'on avance. Je dirais que c'est assez long. On tâtonne, on a demandé à des étudiants de nous aider à faire des logos, on a lancé un petit concours, on a contacté plein, 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 plein de gens. Et puis, il y a un moment où on se retourne et on se dit, ah, ça y est, le projet est en train de prendre forme et c'est assez magique. Et bien évidemment, il y a plein de petits défis au quotidien parce que bah, forcément, quand on est en master, moi j'aurais dû être en master, eh bien, on fait des exercices, on passe un examen, on fait un stage, on fait une alternance, donc on a le temps de tester. Là, c'est vrai enfin, moi, j'ai eu le sentiment de me retrouver un petit peu propulsée dans la vie pro d'un coup, avec un niveau de français qui n'était pas tip top. Camille relisait tous mes mails avant que je les envoie au début, et puis à devoir apprendre très vite, et puis dès qu'il y a des petites erreurs, rectifier le tir. Voilà, comme on pouvait. Mais ça, voilà, ça s'est fait comme ça et ça continue comme ça même après 3 ans. Finalement, c'est que de la remise en question, essayer de collaborer avec un maximum de personnes et toujours garder l'humain au cœur de notre projet. Et est-ce que tu penses que si t'étais resté en France et que tu avais suivi un parcours en France, tu aurais eu cette culture de l'entrepreneuriat? Ou est-ce que c'est un peu la vision américaine? Parce que j'ai un peu cette vision-là, peut-être que je me trompe, qu'aux États-Unis, quand tu veux entreprendre, go, tu te lances. Ici, on a un peu plus de freins à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que ça a influencé ton parcours? Bien sûr, je pense en toute honnêteté que cette étape de ma vie aux États-Unis m'a beaucoup aidée. Aux États-Unis, j'ai ouvert une entreprise à 14 ans avec une amie, une crêperie, où on faisait des crêpes et des galettes pour des Américains, pour des entreprises, pour les professeurs, enfin voilà, il y avait plein d'événements qu'on faisait. Et c'est vrai qu'on nous a
toujours poussé aux États-Unis à aller au bout de nos rêves et à se dire que chacun a son parcours, chacun a sa manière d'apprendre. Il y en a, ils sont plus visuels, il y en a d'autres, ils ont besoin d'être isolés, d'être dans le calme pour apprendre, etc. Il y a une autre approche. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une éducation qui est meilleure que l'autre. Je pense que voilà, il en faut pour tous les goûts. Mais du moins, moi, ce que ça m'a appris, c'était que en fait, quand on veut quelque chose et qu'on se donne les moyens, c'est possible. Mais pour ça, il faut eh bien, pouvoir s'entourer, pouvoir faire les choses dans la réflexion et non dans la précipitation, savoir poser des questions, être curieux. Et voilà, donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et au-delà de l'aspect éducatif, je pense aussi que le fait d'avoir des parents qui ont eu ce goût de l'aventure, qui nous ont offert cette chance de vivre à l'étranger, d'apprendre une langue. On n'était pas du tout dans des écoles françaises, hein, donc le premier jour, on est arrivé à l'école, on parlait pas un mot d'anglais. Et finalement, on s'est débrouillé. Et on a toujours eu des parents qui nous ont toujours tirés vers le haut et qui se sont toujours concentrés sur le positif. Et donc ça, je pense que ça aide aussi. Parce que quand on se lance dans un projet entrepreneurial, il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où on ne sait plus où on va, on remet tout le projet en question. Et je pense que du coup, quand on a eu des parents qui se sont toujours concentrés sur le positif, ça aide quand même à se dire, OK, je me focalise sur le positif. Les problèmes, eh ben, on va trouver une solution. Puis s'il n'y a pas de solution, bah, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc ça ira très bien. Voilà. Donc oui, je pense que les États-Unis, ça fait partie de moi. C'est pas la première fois qu'on me dit oui, bon, l'association elle est un peu à l'américaine. Je fais pas exprès, mais je pense que comme j'ai grandi dans un pays, aux États-Unis, forcément, je pense qu'il y a un petit peu de cette culture-là qui revient chez Smile, même si je suis absolument pas la seule dans le projet. Maintenant, qu'il y a une deuxième salariée, on a 4 services civiques, on a un bureau, on a voilà pas mal de bénévoles. Donc voilà, Smile prend forme aussi grâce aux compétences et aux qualités, ah oui, grâce aussi aux qualités des autres. Et donc, voilà. Mais je pense que tu as raison. Ça forge forcément. Est-ce que j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais est-ce que tu peux expliquer vraiment concrètement la mission de Smile? Comme ça, nos auditeurs et auditrices sauront de quoi on parle. Eh bien oui, l'association Smile, son but premier, c'est de lutter contre la solitude, de promouvoir les relations intergénérationnelles et puis de renforcer les liens humains. Donc nous, notre cible, c'est à la fois les personnes âgées et puis les étudiants. Donc le concept, il est super simple. On met en lien un étudiant avec une personne âgée isolée. Ça peut être en résidence senior, en EHPAD ou à domicile, en milieu rural et urbain. On va créer les binômes en fonction de la proximité géographique, des centres d'intérêt qu'ils ont en commun, et puis on va vraiment accompagner le bénévole dans son engagement du début à la fin. Concrètement, l'engagement du bénévole, nous, ce qui était extrêmement important, c'est que ce soit flexible et que ce soit avant tout un moment de plaisir. Donc, il y avait quand même un petit défi là aussi, hein, de proposer un engagement qui soit 100% compatible avec les études de plein de bénévoles. Donc, on a même eu des étudiants en médecine. Donc c'est plutôt pas mal. Mais donc l'engagement, c'est un appel par semaine. L'étudiant, il cale son petit coup de fil quand il veut, quand il peut. C'est pas obligé de durer 50 minutes, hein. Ça peut être 5 minutes, surtout qu'on a des seniors qui sont aussi fatigués, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, chaque semaine, le téléphone, il va sonner dans la chambre du senior ou dans l'appartement de la personne. Et chaque semaine, le senior, il se dit, ah, c'est ma petite Alice qui pense à moi. Et c'est, voilà, c'est extrêmement important ce lien pour eux et d'avoir un coup de fil de quelqu'un qui pense à eux. Le deuxième engagement, c'est d'envoyer une carte postale par mois. Alors, attention, pour que ce soit flexible, il fallait que ce soit simple, comme je vous l'ai dit. L'idée, c'est que l'étudiant, il envoie pendant le mois une photo ou plusieurs photos et un petit mot, sa carte à la personne âgée. Il envoie ça par WhatsApp à l'association. Et ensuite, nos formidables services civiques s'occupent de la mise en page, de l'impression, et ils mettent la carte dans une enveloppe orange pétard, la couleur de l'assaut, avec le logo de Smile. Et comme ça, je peux vous dire que les seniors, alors soit dans leur boîte aux lettres pour ceux qui sont à domicile, ils sont trop contents, ils savent que c'est pas une facture, c'est bien leur bénévole qui pense à lui ou à elle. Et puis en EHPAD, dès que les services civiques arrivent avec les enveloppes, on voit les bénéficiaires qui arrivent et qui disent ah vous avez une carte pour moi, voilà. Donc ça c'est super important, surtout qu'on sait que c'est une génération où ils écrivaient énormément de lettres et c'est quelque chose que, en tout cas, nous, on estime qu'il ne faut pas que ça se perde. Et donc, de reprendre cette habitude d'écrire, on trouve que c'est vraiment magique.
Le troisième engagement, c'est 6 visites minimum dans l'année. Donc l'étudiant, il cale ses visites en fonction de ses disponibilités et puis de son emploi du temps, de l'emploi du temps de la personne âgée. Voilà pour l'engagement. Appel, envoi postaux, visite. Trop bien. Et pour revenir du coup sur ton parcours, donc tu étais étudiante quand tu as lancé ce projet-là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as arrêté les études, t'as quand même été au bout de ton année. Enfin voilà, comment ça s'est passé au moment où tu t'es dit, allez, go, je lance le projet et je m'investis vraiment à fond. Eh bien, du coup, je suis rentrée en France en 2018. J'ai débuté ma licence de langue LLCE, du coup, anglais-espagnol. Il y a eu le confinement en mars 2020. Donc, la fin de mes études, c'était vraiment... j'étais confinée et avec le projet qui se développait en même temps. Donc, je me suis pas ennuyée pendant le confinement, c'était génial. J'ai obtenu ma licence en mai 2021 et forcément, à la fin de sa licence, on est accompagné aussi à la fac pour nous dire vous vous dirigez vers quelle voie, quel master. Et là, je me posais 10 000 questions. Donc, je me suis dit, oh, je vais faire un master en entrepreneuriat parce que comme il y a ce projet que j'aime bien, voilà. Il est vrai que je me rendais compte que je passais beaucoup plus de temps sur le projet que sur mes cours et que je ne voyais pas le temps passer quand je bossais mon projet. Que c'était assez dur pour moi de me projeter en tant qu'enseignante. Finalement, je m'y retrouvais pas, ou du moins j'avais du mal à trouver ma place à ce moment-là de ma vie. Et que je commençais à comprendre que finalement, ce côté transmission, échange, comme je disais, donnant-donnant, etc., ça pouvait venir autrement dans un métier. Et donc là, je fais un petit bond à aujourd'hui, mais par exemple, le fait d'avoir des services civiques, il y a vraiment un côté transmission. Ils m'apprennent énormément, que ce soit sur le côté management, accompagnement, etc. Et moi, finalement, je retrouve aussi ce côté transmission, échange, apprentissage. Voilà, donc juste pour faire un petit parallèle là-dessus, que finalement, je me suis pas tant éloignée de l'enseignement, etc. Ça m'arrive d'aller parler de Smile dans des universités, etc. Et ça, c'est génial de voir qu'en fait, finalement, tout est connecté et que euh, on peut faire n'importe quelle étude. De toute façon, on en tirera du positif et on apprendra des choses qui seront utiles pour ce qu'on fera plus tard. Donc ça, voilà, je pense que c'est extrêmement important de le dire. Et donc, à la fin de ma licence, euh, j'ai décidé d'aller voir un conseiller d'orientation et puis d'échanger avec deux, trois entrepreneurs. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils m'ont tous dit, mais en fait, tu dis que t'es paumé et que tu sais pas où tu vas, mais en fait, on sait où tu veux aller, tu développes ton projet, enfin, vas-y, fonce. Et moi, je leur dis, mais oui, mais vous êtes bien gentils, mais moi, en tout cas, les phrases que j'ai entendues, c'était pas de master, pas d'avenir, il faut des diplômes pour avoir un salaire. Et donc c'est vrai que j'étais un peu perdue parce que c'était tout le contraire de ce qu'on me disait aux États-Unis. Et donc ça, c'est difficile aussi. Mais bizarrement, je sais pas, j'ai pas trop écouté, moi qui pourtant d'habitude écoute vachement tout ce qu'on me dit et tout, là j'étais tellement passionnée par le projet et tellement convaincue qu'il y avait quelque chose à faire que en fait... par hasard, j'ai vu qu'il y avait MAM, donc la Cité de la création et de l'innovation, qui recherchait un agent d'accueil. Et je me suis dit, mais c'est fantastique, je vais pouvoir accueillir les gens dans un espace où en fait c'est que des entreprises qui se développent, je vais pouvoir avoir un pied dans le monde des startups, dans l'entrepreneuriat, je vais pouvoir découvrir comment ça se passe en France, parce qu'il faut pas oublier que je ne connaissais pas vraiment la vie professionnelle en France. Enfin, je suis partie, j'avais 12 ans. Donc, je savais même pas la différence entre CDD, CDI. On me disait RGPD, je disais, je sais pas ce que c'est. Donc, il y avait tout à découvrir. J'arrivais un petit peu perdue. Donc, j'ai postulé pour être chargée d'accueil. Et mes entretiens se sont très, très bien passés. Et en fait, au moment de signer mon contrat, j'avais beaucoup échangé avec le directeur. On avait eu un dernier gros entretien. Il m'avait présenté plein de gens. Il m'avait présenté MAM. Enfin bon, ça y est, je m'y projetais, quoi. Je me disais, c'est parti. Euh, une porte s'est ouverte. Je me pose pas de questions. J'ai un poste qui se propose. Je verrai comment je peux développer mon projet en parallèle, mais on y va. On se pose pas de questions. Et en fait, au moment où je devais aller signer le contrat, il se rassoit et il me dit, je suis vraiment désolée, mais finalement, ça va pas être possible. Et donc, je l'ai regardé et ma réaction, ça a été de lui dire,
bon, bah, c'est pas grave si je suis pas la personne pour ce poste. Moi, je me suis dit, s'il y a une porte qui se ferme, c'est que c'était pas pour moi et c'est pas grave. Ça veut dire que je me suis juste trompée, tant mieux. Enfin, finalement, si la porte se ferme maintenant, c'est très bien. Et puis, en fait, je vois qu'il y a un petit blanc et qu'il veut me dire quelque chose et il me dit, en fait, tout à l'heure, je vous ai reposé des questions sur votre projet qui était inscrit sur mon CV. Le projet qui s'appelait à l'époque projet partagé avant de devenir Ah. Smile. Et, et le directeur me dit, en fait, vous aviez des étoiles dans les yeux en parlant de ce projet. Et pour cette raison, je ne peux pas vous laisser faire un 35 heures parce que je connais l'entrepreneuriat et vous ne pourrez pas développer un projet. Et ce serait dommage que ça se fasse pas. Et je le remercierai toute ma vie, ce directeur, parce que bah, sans lui, potentiellement, Smile n'aurait pas vu le jour. Hmm. Et en plus, il m'a fait un gros cadeau, puisqu'il m'a dit, tu sais, Laure, tu veux lutter contre la solitude, mais ne t'isole pas. Donc, si tu retournes vivre chez tes parents, tu es plus étudiante, tu es dans ta chambre toute seule à développer ton projet, ça va être difficile. Donc, il m'a dit, je règle pas ton problème de l'emploi, je peux pas t'embaucher parce que je crois en ton projet. Par contre, comme j'y crois, il m'a dit, viens t'installer dans l'espace de coworking à MAM, viens rencontrer des entrepreneurs, viens, j'ai un réseau, t'as des questions, tu viens me voir, t'as un coup de mou, tu viens me voir. Et ça a été le déclic pour moi de me dire, ok, j'y vais et je vais sortir de ma zone de confort. Et franchement, quand je suis allée voir un expert comptable et que je lui ai demandé s'il fallait garder les tickets de caisse, m'a regardé avec des gros yeux. Oui, alors faut demander des factures, il faut faire ça compta. Alors la compta, ça se fait comment? Enfin, vraiment, faut s'imaginer que je partais de très très loin dans tout. Et finalement, que c'est possible. Alors, je fais plein d'erreurs tous les jours et je tâtonne et voilà. Mais finalement, chaque jour, j'apprends mais des milliers de choses et je fais des rencontres extraordinaires. Et tout est parti de ce directeur qui a cru en notre projet avec Camille et aussi des deux autres entrepreneurs que j'avais rencontrés auparavant qui m'avaient dit, t'es pas du tout paumé, hein, juste fonce, enfin n'écoute pas ce qu'on peut te dire. Voilà, et donc c'est parti comme ça. J'ai obtenu ma licence de langue et puis 2 jours plus tard, je me suis installée à MAM. Je suis arrivée avec mon petit ordinateur et puis chaque jour était un nouveau défi pour essayer de faire un site internet, trouver le logo, trouver le nom de l'asso, réfléchir à l'engagement des bénévoles, s'appuyer de d'autres associations, voir les problématiques, voir l'équilibre vie pro-vie perso, voilà, enfin plein de choses. L'entrepreneuriat, pour ça, c'est vraiment, je trouve, l'école de la vie un peu. On apprend 2 fois plus en 1 an d'entrepreneuriat qu'en 5 ans d'études ou de salariat. Et ça challenge tous les jours. Tu parlais de l'équilibre vie pro-vie perso. Justement, toi, comment tu arrives à garder un équilibre entre ton engagement pour l'asso et ta vie perso? Est-ce que tu arrives à te trouver du temps? Enfin voilà, comment tu gères un peu tout ça? Eh bien, je suis clairement pas une pro. Ça, je pense que c'est très honnête. Je pense que quand j'ai lancé le projet, je m'étais dit, je peux pas être salariée dès le début, hein. Ça, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas possible. Donc, je m'étais donné 3 ans. Et je m'étais dit, pendant 3 ans, je peux faire une prépa Smile. Donc, j'ai mon master Smile, j'ai ma prépa Smile. Bon, voilà. Mais je me suis dit, voilà, il y a des étudiants en médecine qui donnent des années où ils bossent que leur projet, il y a des prépas, il y a, voilà. Donc, je me suis dit, je peux prendre ce temps de ma vie, j'ai 21 ans, je peux me donner 2, 3 ans pour vraiment développer le projet. Donc, c'est vrai que je comptais pas mes heures et que j'avais pas un rythme de salarié 9h-17h, ça c'est évident. Cependant, je faisais quand même attention d'essayer de prendre des vacances. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, donc c'est quelque chose qui me détend, qui me fait du bien. J'aime beaucoup voir ma famille, voir mes amis, donc j'ai essayé au maximum, mais j'ai aussi constaté que j'avais un profil où je pouvais vite faire un burn-out. Et j'ai été mise en garde par plusieurs professionnels qui m'accompagnaient, des coachs, etc. Et pareil, je suis reconnaissante d'avoir des gens qui sont en capacité de dire les choses et du coup, moi, de pouvoir être vigilante là-dessus. Donc, je fais aussi attention de faire du sport, de partir. Moi, j'adore voyager. Voilà, je me pose pas de questions. Je prends la voiture, j'y vais, ou un train. Enfin, voilà. Donc, ça, je trouve que c'est important de déconnecter de sa semaine. Il y a 1 an et demi, je suis devenue salariée de l'association. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, attention, tu passes en tant que salariée, tu n'es plus présidente de l'association. Il faut absolument que j'arrive à me cadrer parce que
j'ai pas cofondé Smile dans l'optique de me dire je serai la chef à vie, c'est moi qui gère, voilà. Donc finalement, là, aujourd'hui, j'ai été embauchée par nos anciens services civiques. Donc c'est assez rigolo. Et Bien. donc maintenant, j'ai les services civiques qui, en fait, sont mes responsables. Donc je trouve ça absolument génial. Moi, j'en suis ravie. Mais du coup, si un jour, moi, je quitte ce poste de délégué général, il faut que le bureau et même moi, je sois en capacité de me dire qu'un salarié qui aura des horaires de salarié, qui puisse respecter la fiche de poste qui est en place, que bah, le salaire corresponde aux missions. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas, mais l'idée, c'est de me dire, je vais pas juste me contenter de rester à un salaire très bas, parce que l'idée, c'est que si un jour, moi, je prends mon envol, que la personne qui prenne ma place ait un salaire qui correspond au travail qu'il fera. Et donc, le fait de penser à l'après et de me dire, ce sera pas toujours moi, je pense que ça m'aide à trouver cet équilibre vie pro, vie perso. Et puis, ce qui m'aide aussi à trouver un équilibre, c'est de ne pas hésiter à participer à des after-work avec plein d'autres entrepreneurs, que ce soit dans le milieu du grand âge, mais pas que. Et puis, bah, de prendre du temps pour soi, de faire du sport, de couper et de se dire que quand je quitte le travail, mon téléphone pro, il est off. Je suis pas chirurgienne. Enfin voilà, il n'y a pas mort d'homme, je gérerai les choses comme je peux et de se dire que les gens comprennent que Smile, on gère que de l'humain. On a plus de 100 personnes, que ce soit des étudiants, des personnes âgées qu'on accompagne. Du coup, il faut pouvoir être disponible, mais on peut pas être disponible tout le temps. Et de communiquer, je pense que ça aide beaucoup. Et personne ne m'a jamais dit, t'as pas répondu dans les 10 minutes. Voilà. Donc, je pense que ça aide de prendre du recul sur la situation et de se dire que si moi je vais bien et que je prends soin de moi, je vais réussir à prendre soin des autres. Mais que si je m'oublie, bah, j'arriverai plus à prendre soin des autres. Donc j'essaye, mais j'avoue que voilà, c'est pas mon point le plus fort. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et ce qui m'aide, c'est de me dire que je souhaite qu'une chose, c'est que ce projet puisse grandir. Aujourd'hui, j'ai plein d'énergie et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire chez Smile. Mais si un jour, voilà, je constate que le matin, j'ai plus la même énergie et qu'il faut voilà, que je propose à quelqu'un d'autre de prendre ma place parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aura plein d'énergie et qui développera le projet, eh bien, j'en serai ravie. C'est un projet, je pense, qui grandira dans les prochaines années grâce à d'autres personnes et pas que Camille et moi. Et pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans une aventure associative à n'importe quel moment de sa vie, donc étudiant, jeune adulte ou même plus tard, est-ce que tu aurais des conseils pour, oui, pour franchir ce cap et oser se lancer? Pour développer une association ou Ouais, devenir bénévole? Ouais, pour développer une ouais, association. pour développer une asso. Le premier conseil, je dirais, c'est de s'entourer, de pas rester seul. Je pense qu'aujourd'hui, la plus grande force de Smile, c'est notre réseau. Les quelques fois où on a eu des problématiques, euh, je savais tout de suite que je pouvais me tourner vers mon réseau et j'ai à chaque fois un sentiment de gratitude de me dire mais oh, on a tellement de chance, les gens sont là pour nous aider, pour nous accompagner, on n'est pas seul. Voilà, ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Je dirais aussi de se former, de continuer à se former, d'être curieux. Et puis il y a un entrepreneur que j'avais rencontré qui avait dit en fait, quand on développe un projet, il faut pas tomber amoureux de la solution, mais du problème. Parce que finalement, si nous, on tombe amoureux du fait qu'on envoie des cartes postales, qu'on fait des visites et tout, c'est trop bien. Mais en fait, le monde évolue en permanence. Et donc, nous, on est tombé amoureux de la solitude. Disons qu'on est passionné par ce sujet. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de solitude en France? Comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens se sentent accompagnés, guidés et soutenus à toute étape de leur vie? Et donc, le fait d'être autant investi dans la problématique, c'est ça qui nous permet d'aller trouver des solutions et les solutions vont continuer à évoluer. On sait très bien que là, les seniors qui vont rentrer dans les prochaines années dans les EHPAD, ils auront des téléphones, ce qui n'était pas forcément le cas des anciens. Donc, voilà, c'est cette évolution, moi, ça m'a beaucoup aidé de me focaliser sur le problème et de me dire, il y a plein de choses que je ne comprends pas encore, que je ne connais pas encore, et constamment d'être curieux et d'aller parler à des gériatres, à des médecins, à des étudiants qui suivent des cours, qui ont plein de trucs à m'apprendre. Et je pense que comme ça permet de se sentir toujours épanoui aussi dans son projet et de pouvoir
créer en fait un maillage avec toutes les personnes qu'on rencontre, parce que si on reste chacun dans notre coin avec nos structures et nos missions, alors c'est très bien, hein, je suis sûre qu'on aurait tous plein de projets à mettre en place, c'est génial, mais si on fait ça, finalement, on répond à des besoins par-ci, par-là, mais quand on se donne tous la main, eh ben, ça permet de construire des plus gros projets, de tous prendre le relais. Donc pour moi, l'impact est plus grand et on s'appuie des expériences des uns des autres. Et ça, c'est extrêmement important. Et le dernier conseil, eh ben, ce serait de rejoindre Assopreneur, qui accompagne les entrepreneurs qui veulent développer en milieu associatif. Et honnêtement, sans Assopreneur, pareil, je serais pas là. Parce que Assopreneur nous accompagne de l'idée jusqu'au jour où en fait on est délégué général de notre projet, quoi. Donc pour nous, ça a été juste extrêmement enrichissant d'arriver et d'avoir des professionnels, d'avoir Claire et Chloé qui ont travaillé en association, qui connaissent tout et qui nous ont aidés non seulement dans les étapes de comment ouvrir son association, parce qu'il y a plein d'administratifs, il y a plein de choses à savoir, et puis de tout comprendre, de comprendre comment on gère, comment on peut créer un modèle économique qui reste à but non lucratif, comment ça se passe pour les déclarations de dons, comment ça se passe pour la comptabilité, pour le mécénat, et puis après j'en passe, parce qu'il y a aussi tout ce qui va être management, un management non hiérarchique avec des bénévoles, enfin je veux dire, il y a tellement, tellement de choses à apprendre que le fait de se dire qu'il y a une structure en France comme Assopreneur qui nous accompagne à distance, en visio, donc on peut être partout en France, ça permet de rencontrer plein de porteurs de projets qui vivent la même chose que nous. Et honnêtement, qu'est-ce que ça m'a aidé au début? Donc ça, ce serait un conseil, mais bon, ça revient à mon premier conseil de s'entourer. Assopreneur, si je comprends bien, c'est un incubateur en fait qui vous aide à vous lancer, et qui vous donne, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est en effet comme un incubateur, mais c'est très libre. Hmm. En fait, le lundi, il y a un professionnel qui vient parler. C'est un collectif expert, donc on se connecte. Ça peut être avec un avocat spécialisé en milieu associatif. On pose toutes nos questions. Et puis après, il y a des coworking pendant la semaine. Ce qui fait que quand on est au tout début de son projet, on est assez seul. Il n'y a pas forcément encore les bénéficiaires dans notre asso, etc. Et donc de se connecter à une visio, de voir qu'on est 10 et puis de se poser une petite question de temps en temps. On peut pas relire un mail ou voilà, ça, on se sent moins seul. Et puis le vendredi, il y a un mastermind où en fait on arrive tous avec un peu une épine, quelque chose qui nous bloque un peu. Et en fait, on va partager ça avec le groupe. Et puis chacun va nous donner des conseils et nous, on va prendre des notes. On parle pas, on écoute. Et puis à la fin, on dit, bah voilà, je repars avec ça et ça m'a débloqué. Et voilà. Et donc, je trouve que ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a aussi évité de faire pas mal d'erreurs, parce qu'on est accompagné pour rédiger les statuts, pour tous les documents juridiques, même pour la com, en fait, comment je communique sur mon association, comment fédérer des bénévoles. Enfin, je pourrais en parler des heures parce que pour moi, c'est la clé. Et j'espère de tout cœur que prochainement, il y aura des masters pour les gens qui veulent devenir délégués général, parce que oui, il est possible d'entreprendre en milieu associatif et d'en vivre. C'est possible. Mais aujourd'hui, il y a encore plus de 40 000 associations par an qui mettent la clé sous la porte parce que c'est difficile et parce que ça demande des méthodes, des techniques, un vrai accompagnement. Et donc, dans une autre vie, moi, si je peux enseigner un jour en master pour voilà, former des futurs délégués généraux, c'est une autre chose qui me passionne. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et donc, bravo à Claire et Chloé d'avoir monté cette association qui a permis de créer de nombreux, nombreux emplois. J'ai pas le chiffre exact, mais elles aident beaucoup d'associations et dont Smile qui a créé 2 emplois grâce à eux. Génial. J'espère que ça va donner la force à des personnes qui hésitent encore à se lancer, à se lancer. On arrive à la fin de l'épisode. J'ai une dernière question pour toi, un peu plus légère. Si ton association devait avoir une mascotte, alors réelle ou imaginaire, quelle serait-elle et pourquoi? Waouh, c'est une très très bonne question. Waouh, waouh, waouh. Une mascotte, bah en fait récemment on a demandé à François, 98 ans, d'être le grand-père de Smile. Et en rigolant, on s'est tous dit que ce serait notre mascotte à vie, parce que François, c'est un des tout premiers bénéficiaires de notre association, donc depuis mars 2020. C'est un ancien prof et il nous a pris sous son aile.
Et je relis parfois les mails de 2020 où il nous encourageait à développer le projet, où on était passé à la télé, il avait loupé le dîner pour être connecté devant. Wow. Et voilà, où il me fait des mails pour me dire comment mes services civiques vont et tout ce qu'ils font à l'EHPAD. Enfin, c'est un peu rigolo. C'est le prof qui note un peu tout le monde et qui me fait des comptes rendus en me disant félicitations, là, ça se passe bien. Je te dis s'il y a un problème. Enfin, voilà. Donc, je dirais que François sera notre mascotte à vie. Aujourd'hui, il est encore présent parmi nous et on a trop de chance. Il touche tellement de bénévoles, tellement de services civiques. Il nous soutient dans chaque action. Il a une fierté en fait de voir ce projet se développer. Et c'est un monsieur qui était en binôme avec une étudiante au début. Et puis un jour, il m'avait dit, bon, est-ce que je respecte bien mon engagement? J'accompagne bien l'étudiante. Vous me dites, hein, elle fait quelques fautes d'orthographe, alors je corrige son mémoire, mais tout se passe bien. Et en fait, je m'étais dit, mais non, mais une fois de plus, cette magie intergénérationnelle, l'étudiante, elle s'est engagée pour aider le monsieur. Et en fait, c'est François qui me demande si lui respecte bien son engagement. Et donc, conclusion, c'est la magie des relations intergénérationnelles, c'est le donnant-donnant et c'est génial. Donc voilà. Merci, François, merci Laure. François merci, Masque, c'est ça, ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas pour cet échange. Merci pour ton partage et je te souhaite une très bonne journée. merci Charline, merci pour l'invitation. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.